Alors, ce qui m'a fait m'intéresser au vide, c'est évidemment le fait qu'en physique, c'est une notion importante, mais c'est aussi la similarité du problème du vide avec celui du temps qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que le mot vide est un mot très ancien, comme le mot temps, mais ce qu'on met derrière ce mot n'a pas cessé d'évoluer au cours de l'histoire des idées. Mais on en parle avec les mêmes phrases, du type la nature a horreur du vide, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? La nature a horreur du vide. Quel rôle a-t-elle joué dans l'histoire de la pensée? D'où vient-elle? Et à quel type d'argument a-t-elle servi? Alors en effet, comme l'a rappelé Maët, un jour j'avais rencontré ma voisine Aladine Lacroix, une grand-mère charmante avec laquelle j'avais l'habitude de discuter, et me trouvant fatigué, elle me dit cette phrase: Étienne, vous devriez apprendre à faire le vide. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, cette question, qu'est-ce que ça veut dire faire le vide, m'a interpellé. Non pas tellement le verbe faire, même si faire le vide qu'on assimile parfois au néant, c'est une sorte de contradiction, parce que si faire le vide c'est faire rien, il y a une espèce de contradiction entre le verbe qui est un verbe d'action, il s'agit de faire quelque chose, donc on se met en action, et quand on comprend que ce qu'on doit faire c'est rien, bah on s'arrête. Donc c'est une phrase, faire le vide, assez curieuse, et ça m'a amené à travailler, à regarder quelle a été l'histoire de la notion de vide au cours de l'histoire de la pensée qu'on peut faire démarrer chez les Grecs, même si on trouvera des sources à d'autres époques, à d'autres endroits, notamment en Chine ou en Inde, que j'évoquerai s'il y a des questions à ce sujet. Mais je vais me concentrer plutôt sur la Grèce antique, en commençant par cet événement dont on dit qu'il a coupé l'histoire en deux, 5e siècle avant Jésus-Christ, Parménide, qui écrit ses poèmes, et qui écrit cette phrase qui va ensuite poser la question du non-être, comme il l'appelle, ou du néant, comme on dirait aujourd'hui, d'une façon telle qu'on ne pourra plus jamais s'en débarrasser. Et ce que dit Parménide, c'est une phrase qui ressemble à une sorte de truisme, d'évidence, de tautologie. Il dit « l'être est, le non-être n'est pas ». Ce qui n'existe pas n'est pas, et ce qui est, est. Bon. Donc ça l'oblige à évidemment définir ce qu'il appelle l'être. Et pour lui, l'être, il est compact, il est éternel, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de naissance, il n'a pas de fin, il a toujours été là. Et ça va fonder ce qu'on appelle l'ontologie, c'est-à-dire la question de l'être. Qu'est-ce qu'on appelle l'être? Qu'est-ce qu'est la question de l'être? Et ça va l'opposer, comme vous le savez, à Héraclite, qui lui va être plutôt un philosophe du devenir, avec l'idée que l'être en tant qu'il est invariable, est une illusion. La seule chose qui soit réelle, c'est le changement. Voilà. Donc on oppose les doctrines de l'être, qu'est-ce qui est fondamentalement, sous les apparences du changement, aux doctrines du changement qui considèrent que l'être n'existe pas. Et ça va faire apparaître une sorte de contradiction entre l'idée d'identité, l'être est toujours identique à lui-même, dit Parménide, et l'idée de changement. Pourquoi il y a contradiction? Parce que quand vous dites d'une chose qu'elle a changé, par définition, ça signifie qu'elle n'est plus identique à elle-même. Et si au contraire, cette chose demeure identique à elle-même, ça signifie qu'elle n'a pas changé. Donc il y a vraiment une contradiction entre l'identité et le changement. Et nous allons, nous, occidentaux, en tout cas ceux qui parlent des langues indo-européennes, comme le français, nous allons résoudre cette contradiction par un stratagème de langage assez bizarre, qui tient en ce que lorsque nous disons d'une chose ou d'un être qu'il change, le sujet du verbe changer ne change pas quand nous disons qu'il change. Autrement dit, en langue française, le sujet du verbe changer, quand on dit qu'une chose a changé, est ce qui n'a pas changé dans le changement. Par exemple, si je dis que mon vélo a changé, à la fin, c'est toujours mon vélo. Ce qui a changé, c'est sa couleur ou la taille de ses pneus, mais c'est le même vélo. Quand vous dites que monsieur un tel ou madame un tel a changé,
À la fin, c'est toujours monsieur un tel ou madame un tel. Donc ce qui a changé, c'est son tour de taille, sa couleur de cheveux, ses opinions, mais c'est toujours le même. Donc quand nous disons X a changé, à la fin du changement, nous avons toujours affaire à X. Autrement dit, un changement, ça n'est jamais un remplacement. C'est pas X qui devient autre chose. C'est pas X qui devient Y. D'accord ? Donc la contradiction entre l'identité et le changement s'est résolue artificiellement par ce type de stratagème, le sujet du verbe changer et ce qui n'a pas changé quand on a dit qu'il changeait. Bon. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que le rapport avec le vide, du coup, me paraît lointain. Mais, bon, c'est posé à partir de Parménide la question de est-ce que le non-être existe ou pas ? Le non-être, c'est ce qu'on appelle le néant. Est-ce qu'il existe ou pas ? D'accord ? Et évidemment, ça va engendrer toutes sortes de débats, ne serait-ce que par le fait que le non-être, dès lors qu'on l'utilise comme sujet du verbe changer, entre en quelque sorte en contradiction avec lui-même. Et c'est Platon, dans son fameux Parménide, qui va montrer certains paradoxes qui sont liés à la posture de Parménide. Mais disons que Parménide va poser pour la première fois, et c'est ça qui a coupé l'histoire en deux, la question de qu'est-ce qui est vraiment. Et à côté de lui, ou pas loin de lui, il y a un autre philosophe grec qui a écrit beaucoup de livres, 80 d'après ce qu'on peut savoir, mais dont il ne nous reste que des fragments. Et ce philosophe, c'est Démocrite. Évidemment, comme il a laissé peu de fragments, on peut remplir les vides par toutes sortes d'interprétations, mais il est notamment célèbre pour avoir écrit cette phrase en grec ancien, qui est « le den n'existe pas moins que le méden ». Bon. Alors méden, c'est le mot grec ancien pour dire le non-être, si vous préférez le néant. Et le den, D-E-N, c'est un mot qui en grec ancien n'existe pas, mais que Démocrite invente. Il invente une sorte de néologisme. C'est comme si nous, on appelait l'être le en au motif que le non-être, c'est le néant. Il a fabriqué le mot être à propos du mot qui désigne le non-être. Donc si on traduit en français, ça donne le non-être n'existe pas moins que l'être. Et dans les traductions qui sont proposées aujourd'hui de ce fragment, c'est n'existe que les atomes et le vide. L'être, c'est les atomes, le non-être, c'est le vide, et donc, contre Parménide, Démocrite va poser la thèse selon laquelle le vide existe. Bon. Il y a toutes sortes de discussions sur ce problème, je ne vais pas y revenir ce soir, mais sachez que le fait que quand Aristote va contester Démocrite, notamment, non pas parce qu'il est contre l'atome, mais parce qu'il est contre le vide que suppose l'atome, Aristote va utiliser le mot kénon. Le mot kénon qui désigne le vide en grec. Mais kénon, c'est pas la même chose que le méden. Bon. Donc je passe sur ces subtilités, mais assez rapidement, Aristote et d'autres vont contester l'idée que le vide puisse exister. Ça va donner la phrase que j'ai rappelée tout à l'heure, la nature a horreur du vide. Et la distinction entre le néant, l'idée de néant et l'idée de vide va se faire progressivement, elle va être très très longue, au point que par exemple à la fin du XVIe siècle, Léonard de Vinci écrit une lettre à l'un de ses amis dans laquelle il précise qu'il ne faut pas confondre le néant et le vide. Et l'argument que donne Léonard de Vinci, c'est que le vide est associé au moins à une dimensionnalité, à une spatialité, à un volume. Alors que dans le néant, il n'y a rien, il n'y a même pas d'espace. Donc le néant, c'est vraiment rien, alors que le vide, c'est déjà quelque chose auquel on peut attribuer, sinon une matérialité, du moins une certaine dimensionnalité. Bon. Alors, restons, avant de parler du vide, sur cette affaire du néant. Parménide dit, un peu plus loin que la phrase que j'ai citée tout à l'heure, il dit, mais
n'existe, ne fait partie de l'être, que ce qui peut être pensé. Et on voit que cette phrase est un peu contradictoire, puisque lui-même a pensé le non-être. S'il a pensé le non-être, c'est qu'il a pu penser quelque chose dont il dit qu'il n'existe pas. Bon, je passe sur ces subtilités, mais je retiens simplement que si par un exercice libre de votre entendement, vous tentez de vous représenter le néant, en vous demandant, en fermant les yeux, en disant à quoi ça peut ressembler, vous tentez de l'imaginer, eh bien, sans que vous le vouliez, vous allez faire du néant quelque chose de particulier. La représentation que vous allez en faire va lui attribuer une certaine spatialité, une certaine substantialité, une certaine matérialité que, par définition, le néant ne peut pas avoir. Autrement dit, penser le rien, si vous assimilez le néant au rien, ça n'est jamais penser à rien. Penser le rien n'est jamais penser à rien. Comme le dira Bergson un peu plus tard, le néant est une idée destructrice d'elle-même. Autrement dit, vous ne pouvez concevoir le néant que si vous n'y pensez pas. Dès que vous y pensez, vous en faites quelque chose qui contredit l'idée même de néant. Donc vous voyez, on peut faire quasiment du Raymond DeVos avec ça. Mais je vais évidemment m'en garder. Ensuite, Aristote, comme je l'ai dit, a contesté l'existence du vide, notamment parce que sa conception ou sa physique du mouvement dans l'espace était incompatible avec le vide. Pour lui, les mouvements ne peuvent pas exister dans le vide. Alors que Démocrite pense exactement l'inverse. Il faut qu'il y ait du vide pour que les mouvements puissent avoir lieu. Mais celui qui va vraiment, théoriser tout ça de façon plus formelle, c'est Roger Bacon, XIIIe siècle, celui qu'on appelle le docteur mirabilis, parce qu'il a la réputation de tout savoir, qui lui va écrire cette phrase qu'on utilise encore aujourd'hui, « La nature a horreur du vide ». Phrase assez étonnante, comme le dira Blaise Pascal, parce qu'elle suppose que la nature a des sentiments. En l'occurrence, un sentiment de répulsion ou de haine pour le vide. Et donc, ce sentiment de répulsion que la nature ressent pour le vide est utilisé comme argument justifiant certains phénomènes physiques par le biais d'une intervention de la force qu'exerce l'horreur que la nature a pour le vide. Par exemple, à l'époque, on avait déjà remarqué que lorsqu'on met de l'eau dans une bouteille en verre, si on laisse la bouteille à l'extérieur un soir de grand froid, on la retrouve le lendemain matin, cassée. Bon. Comment expliquer ce phénomène? D'où vient que la bouteille s'est cassée? Explication de Roger Bacon. L'eau est comme tous les corps. Dans sa phase solide, elle est plus dense que dans sa phase liquide. Donc, quand l'eau gèle, elle se contracte dans la bouteille, et donc elle laisse un espace vide. Comme la nature a horreur du vide, elle demande à la bouteille de bien vouloir se casser pour empêcher que le vide qui menace d'apparaître se manifeste. À l'époque, on n'avait pas compris que l'eau, c'est le seul corps de la nature dont la phase solide est moins dense que la phase liquide. La glace flotte. Mais c'est l'interprétation qu'on avait donnée. Et puis, s'il s'agissait d'interpréter ce qui se passe quand on aspire du jus d'orange avec une paille, c'est un phénomène assez quotidien, mais quand même, on est tellement habitué qu'on ne réfléchit plus, mais c'est quand même très étrange, ça. Vous aspirez dans une paille, et ça fait monter du jus d'orange. Contre la gravité, le jus d'orange devrait rester en bas. En quoi le fait de changer la pression dans la paille fait monter le jus d'orange? On parle d'aspiration. Et ce qu'on va découvrir bientôt, c'est qu'il n'y a pas du tout d'aspiration. Mais notre vocabulaire, c'est comme la nature hors de vide, est resté figé à des façons de dire qui ont été rendues, dont on s'est rendu compte qu'elles étaient fausses, caduques, mais on continue à les utiliser. Alors, explication du jus d'orange.
avant le XVIIe siècle. Vous aspirez dans le jus d'orange, enfin dans la paille. Si vous continuez, le vide va apparaître dans la paille. La nature a horreur du vide. Donc, elle demande à toute la matière qui est autour, en l'occurrence le jus d'orange, de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher que le vide qui menace d'apparaître se manifeste. Autrement dit, l'horreur que la nature a pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression, la matière, qu'elle soit liquide, gazeuse ou solide, qui est alentour, est invitée à venir coloniser l'endroit de l'espace où le vide peut apparaître. Vous rigolez, mais moi je connais plein de gens qui croient que c'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a compris que c'est pas du tout comme ça que les choses se passent? En fait, il y a eu deux événements très importants au XVIIe siècle, qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, mais qui mobilisent la même personne, à savoir Galilée. Galilée, comme vous le savez, s'intéresse au mouvement, notamment à la chute des corps, mais il ne s'occupe pas de savoir si le vide existe ou pas. À l'époque, tout le monde pense que le vide n'existe pas, pour les raisons que j'ai dites. Donc c'est même pas un problème. Simplement, Galilée utilise le vide, sans se préoccuper de savoir s'il existe ou non, comme un milieu de pensée. Un milieu de pensée, c'est-à-dire un milieu qu'on peut imaginer, et l'ayant imaginé, on peut essayer de concevoir ce que seraient les lois du mouvement dans ce milieu, qu'il existe ou pas. Autrement dit, c'est une sorte d'invention contrefactuelle. Il imagine un monde dans lequel il y a du vide, sans se poser la question de savoir si le vide existe ou pas, parce que il a, et ça c'est l'idée de génie, il a l'intuition que dans le mouvement, dans le vide, les lois du mouvement seraient beaucoup plus simples. Et en effet, dès 1604, il va écrire que des corps de masses différentes tombant dans le vide tomberaient à la même vitesse, quelle que soit leur masse, leur forme, leur densité, etc. Et que leur vitesse de chute serait proportionnelle à la durée de la chute. Donc c'est une loi mathématique simple. Les lois auxquelles il pense sont tellement simples qu'on peut facilement les mathématiser. Ça veut dire qu'un corps, que ce soit une plume ou une charrue, qui tombe depuis 3 secondes, tombe à une vitesse 3 fois supérieure aux mêmes objets qui tombent depuis 1 seconde. Et puis ces mêmes objets qui tombent depuis n secondes vont tomber n fois plus vite que les mêmes objets qui tombent depuis 1 seconde. Donc c'est très simple, et la proportionnalité en question ne dépend pas de la masse du corps. D'accord ? Et vous voyez bien que ça c'est une loi, c'est la première loi de la physique moderne, c'est une loi qui contredit l'observation. Parce que du temps de Galilée, il est évident que les plumes qu'on laisse tomber d'une certaine hauteur tombent moins vite que les charrues ou les pierres. D'accord ? Donc Galilée, il n'a jamais vu ce phénomène. Et il énonce une loi qui contredit toutes les observations. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'il peut se convaincre qu'une loi qui contredit l'observation soit quand même la bonne loi? Eh bien, il va inventer quelque chose qui s'appelle une expérience de pensée, c'est-à-dire une sorte de stratagème intellectuel par lequel le monde décoïncide d'avec ce qu'il nous montre. Ce que comprend Galilée, c'est que la physique, c'est pas la bureaucratie des apparences. Il suffit pas d'observer pour comprendre. C'est même pire. L'observation nous trompe toujours. Il faut donc faire un pas de côté pour interroger le réel par des idées théoriques qui viendront le provoquer. Et ce que comprend Galilée, c'est que la thèse d'Aristote, qu'Aristote avait développée dans son traité du ciel, Aristote disait « un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif ». Bon.
Cette loi a été enseignée pendant des siècles. Hein. Pourtant, et d'ailleurs un des personnages que met en scène Galilée dans ses livres, celui qui s'appelle Salviati dans le discours sur les deux sciences nouvelles, Salviati il dit c'est quand même bizarre ce que raconte Aristote. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une pierre tomber 1000 fois plus vite qu'une autre pierre? Bon, je vous rappelle qu'à l'époque, mesurer une vitesse de chute, c'est pas évident. La notion de vitesse instantanée, inconnue au bataillon, mais on voit bien qu'il n'y a pas des rapports énormes entre les vitesses de chute de deux pierres, de masses différentes. Cette loi de proportionnalité entre la vitesse et la masse, ça n'a pas l'air d'être des choses qu'on observe facilement. Mais à l'époque, on pratiquait ce qu'on appelle l'ipsédixitisme, qu'on a beaucoup pratiqué pendant le Covid. Ipsédixitisme, ipsédixit en latin, c'est ipsé le maître, dixit l'a dit. Le maître l'a dit. Donc voilà. Le maître c'est Aristote, Aristote l'a dit, on ne discute plus. Le débat est clos. Dans une version dégradée, l'ipsédixitisme c'est je l'ai lu ou je l'ai entendu quelque part, donc c'est vrai. Et dans une version encore plus dégradée, c'est ce qu'on appelle l'effet gourou. Voilà. Et pendant le Covid, comme tout le monde disait n'importe quoi, chacun d'entre nous était obligé de choisir celui qu'il allait considérer comme un gourou. Et je vais évidemment pas donner d'exemple. Non mais c'est incroyable cette histoire. Hein. Moi j'en suis pas revenu. Bon, je ferme. Alors quelle est l'expérience de pensée que Galilée va inventer? Moi je la trouve admirable, même si elle est un peu sophistique. Elle n'est pas tout à fait rigoureuse, mais elle a eu la vertu de montrer que la loi d'Aristote, même sans faire d'expérience, pouvait être démontrée fausse. Quelle expérience de pensée à laquelle Galilée se réfère? Il suppose qu'Aristote a raison. Une expérience de pensée, c'est qu'est-ce qui se passerait si? Donc je suppose qu'Aristote a raison, un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif, et je me demande qu'est-ce qui se passerait si, et là j'invente quelque chose. Et l'expérience qu'invente Galilée, c'est je prends une grosse pierre, et à côté je prends une pierre plus petite, moins massive. Si je les laisse tomber en même temps, Aristote, dont je suppose qu'il a raison, me dira que la grosse pierre tombe plus vite que la petite. Très bien. Mais en fait, l'expérience de pensée commence quand je relie la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. Donc je fais un ensemble, un système qui est plus lourd que la grosse pierre. Je le laisse tomber depuis une certaine hauteur. Que dit Aristote? Aristote dit ça va tomber plus vite que la grosse pierre parce que c'est plus lourd. Oui, mais pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute. Donc freiner la grosse pierre. Donc, contradiction que personne n'avait jamais vue. La loi d'Aristote, dans la situation que je viens d'évoquer, prédit que ça va tomber plus vite et que ça va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule. Comment résoudre la contradiction? En disant que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite pierre. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et là, les choses deviennent géniales. Comment une loi qui dit le contraire de ce qu'on observe peut quand même expliquer ce qu'on observe? Eh bien en disant qu'il y a d'une part la gravitation, qui fait tomber toutes les pierres à la même vitesse, quelle que soit leur masse, mais si on les fait tomber ailleurs que dans le vide, elles vont subir d'autres forces que la gravitation, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui seront responsables des différences de vitesse que nous observons entre les corps les plus lourds et les corps les plus légers. Mais on a tort de faire porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. Bon. Vous voyez, ce type de raisonnement, c'est la naissance de la physique moderne. Comme le disait Coiré, un philosophe des sciences, c'est le pari qu'on peut expliquer le réel empirique par l'impossible. Par l'impossible, c'est-à-dire par des lois qui contredisent ce qu'on voit, et dont l'énoncé, du coup, nous semble absurde. Repensez à toutes les lois que vous avez apprises au lycée, au collège, les lois physiques, prenez-les au sérieux,
elles semblent absurdes. Par exemple, le principe d'inertie fondateur de la mécanique, énoncé lui aussi par Galilée, un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne uniforme. Donc le gars vous dit que quand vous essayez de pédaler à vélo, il continue en ligne droite à vitesse constante. Voilà ce que dit Galilée. La force annule, le mouvement continue indéfiniment. Mais on n'a jamais vu de mouvement inertiel. Et pourtant, c'est un des principes fondamentaux de la physique qui a obligé à repenser notre interprétation des mouvements qui s'amortissent par l'invocation de l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas, qu'on appelle le mouvement inertiel. Et donc c'est le moment où le bon sens, qui se réfère à l'observation, n'est plus une arme pertinente pour critiquer la science. Voilà. Ensuite, il va y avoir un deuxième événement qui lui est purement contingent. Ça se passe en 1640, tout près de Florence, même à Florence. Donc à cette époque-là, Galilée est un homme vieillissant, il est déjà aveugle, hein, il va mourir en 1642, donc 2 ans après. Il est aveugle, il est fatigué, il est assigné à résidence par l'Inquisition. Et tout près de Florence, dans un petit village. Et à Florence, il y a beaucoup de fontaines à eau dans la ville, puisque cette ville revendique le fait d'être la ville de la Renaissance. Et pour montrer qu'elle est la plus importante ville de la Renaissance, eh bien, il y a des fontaines à eau qui sont les plus spectaculaires possibles, obtenues grâce à des pompes à eau qu'utilisent les fontainiers de la ville. Ce sont les mêmes pompes que celles qu'utilisaient à l'époque les paysans pour évacuer l'eau des fossés qui étaient inondés dans les champs. Sauf que eux, ils vont pomper l'eau du fleuve qui coule à Florence, qui s'appelle l'Arno. Et donc, ils installent les pompes, certaines pompes en tout cas, sur les ponts qui surplombent le fleuve. Et ils remarquent que lorsque la hauteur entre la pompe et le niveau d'eau dans laquelle on pompe est supérieure à 18 coudées, ça peut à peu près 10 mètres, eh bien, l'eau ne monte plus. Donc ils pensent que c'est un problème technique. Ils convoquent des ingénieurs, des artisans, qui vont changer des pièces dans les pompes, changer le diamètre des tuyaux, etc. Mais chaque fois, ils tombent sur la même limite. On peut pomper jusqu'à 10 mètres, pas au-delà. Même si on tourne les roues des pompes avec une force plus grande, il semble qu'il y ait cette limite que eux interprètent comme un problème technique. En désespoir de cause, ne pouvant pas trouver la solution, ils écrivent une lettre à Galilée, que vous pouvez lire, une lettre assez précise, assez belle d'ailleurs, que Galilée ne lit pas puisqu'il est aveugle, mais il se la fait lire par son assistant de l'époque, qui s'appelle Evangelista Torricelli. Bon. Et Torricelli lit la lettre, et Galilée comprend tout de suite que le problème que rencontrent les fontainiers, c'est pas un problème technique, c'est un problème scientifique. C'est-à-dire que la limite sur laquelle ils butent, les 10 mètres, est la preuve que la nature n'a pas horreur du vide. Je vais vous expliquer comment, mais avant, il faut savoir qu'en 1630, Galilée avait eu une correspondance avec un de ses amis qui s'appelait Baliani. Et Baliani et Galilée parlaient d'expériences de pensée. Et par exemple, Baliani racontait dans une de ses lettres que si on imaginait quelqu'un qui est au fond de la mer, en supposant qu'il a trouvé un moyen d'y respirer, si vous êtes au fond de la mer et que vous posez sur votre tête une amphore, vous ne sentez pas le poids de l'amphore. C'est comme si elle était sans masse. Par contre, si vous la mettez sur votre tête quand vous êtes dans l'air, vous sentez une pression. Bon. Et je pense que cette idée, elle a dû percoler dans le cerveau de Galilée, et il a commencé à théoriser l'idée qu'il y aurait ce qu'on appelait à l'époque une pesanteur de l'air, qu'on appelle aujourd'hui la pression atmosphérique. Et l'idée de Galilée, c'est que, en fait, quand vous aspirez du jus d'orange,
c'est pas du tout l'horreur que la nature a pour le vide qui fait monter le jus d'orange. C'est qu'en fait, il y a une pression énorme, cette pesanteur de l'air qui appuie sur le jus d'orange qui est dans le verre. C'est une force qui va de haut en bas, c'est une pression comme ça. Okay ? Mais si vous aspirez dans la paille et que vous diminuez la pression dans la paille, la force qui va appuyer sur le jus d'orange dans la paille va être plus petite que la force qui appuie sur le jus d'orange qui est dans le verre. Et c'est cette différence qui va faire monter le jus d'orange. Autrement dit, c'est une pression qui va du haut en bas, qui fait monter le jus d'orange de bas en haut. Et cette pression, elle vaut combien ? Ben, si la limite est de 10 mètres, et sachant qu'un litre d'eau pèse 1 kg, facile de faire le calcul, cette pression, elle est énorme, elle vaut 10 tonnes par mètre carré. 10 tonnes par mètre carré. Par exemple, sur cette table qui fait un peu moins d'un mètre carré, il y a une force qui appuie qui est l'équivalent d'un peu moins de 10 tonnes. C'est étonnant qu'elle ne casse pas d'ailleurs. Alors pourquoi elle ne casse pas ? C'est qu'il y a la même pression en dessous. D'accord ? Donc la table, elle est soumise à la pression atmosphérique qui s'exerce dans toutes les directions. Il y a 10 tonnes par mètre carré ici, et il y a 10 tonnes par mètre carré en dessous. Alors, pareil, notre corps, il subit cette pression énorme, 10 tonnes par mètre carré. Et si vous montez en altitude, elle devient plus faible. Et c'est pourquoi les alpinistes, au sommet de l'Everest ou d'un sommet de 8 mètres, ont des têtes sphériques, parce que la pression interne est plus grande que la pression externe. Bon, et donc, comment vérifier que cette idée de Galilée est la bonne ? Torricelli, après la mort de Galilée, va avoir une idée géniale. Il dit, faire des tubes de 10 mètres avec de l'eau, c'est pas évident. Et donc, je vais prendre le liquide le plus dense connu à l'époque, qui s'appelait le vif-argent, l'ancien nom pour le mercure. La densité du mercure, c'est 13,6. Ça veut dire qu'un litre de mercure pèse 13,6 kg. Donc il prend une bassine qui est remplie de mercure. Il prend un tube de quelques centimètres de diamètre, d'1 mètre de long à peu près. Il le met verticalement, il bouche l'extrémité basse du tube avec un bouchon. Il remplit le tube sur toute la hauteur de mercure. Il bouche l'extrémité du haut. Une fois que le tube est bouché des deux côtés, avec sa main, il met la pointe du bas dans le liquide. Et une fois que cette pointe est immergée, il enlève le bouchon. Avec ses mains nues. Donc, question hygiène et sécurité. Il est mort à 39 ans. Bon, mais pas de ça. Et évidemment, le mercure qui occupait toute la longueur du tube va commencer à descendre. Et il va s'arrêter à une certaine hauteur, au-dessus du niveau de mercure. Et Torricelli, évidemment, va mesurer cette hauteur et il va trouver 76 cm. Et il va pousser un cri de joie. Alors pourquoi ? Pourquoi il est tout content ? Tout simplement parce que 10 mètres divisé par 13,6, ça fait 76 cm. Ça veut dire que cette pression atmosphérique, elle peut faire monter de l'eau jusqu'à 10 mètres et pas au-delà. Et cette même pression peut faire monter de 76 cm un liquide qui est 13,6 fois plus dense que l'eau. Au passage, Torricelli invente le baromètre. Parce que s'il y a une variation de la pression, il y aura une variation de la hauteur de la colonne de mercure dans le tube. Donc, il aurait pu prendre de l'eau, mais trimballer des baromètres de 10 mètres de haut, c'est pas... Alors, évidemment, il ne va pas publier parce que l'Inquisition veille, et Torricelli est bien blasé pour savoir que si on contrevient aux thèses de l'Inquisition, on a des ennuis. Or, l'Inquisition refusait l'existence du vide, non pas avec les arguments de Francis Bacon, mais avec l'idée que Dieu n'a rien fait qui soit inutile. Donc s'il y avait du vide, ça ne sert à rien, et Dieu
toute façon, Dieu est partout. Donc il n'y a pas d'espace vide. Ce qui a donné lieu d'ailleurs à une très belle correspondance entre Blaise Pascal, qui habitait à Paris à l'époque, entre Paris et Rouen, Blaise Pascal et le Père Noël. Alors le Père Noël dont je parle, c'est pas le Père Noël des sapins, hein, c'est le révérend Père Noël, qui était le directeur de la Compagnie de Jésus, donc un jésuite. Dans les œuvres complètes de Pascal, de Blaise Pascal, vous avez lettre de Blaise Pascal au Père Noël du 5 novembre. C'est assez drôle. Hein. Et le Père Noël, il avait écrit un livre intitulé « De la plénitude du vide », pour montrer que le vide ne peut pas être plein, ne peut pas être vide. Le vide n'existe pas, il est forcément colonisé par la matière. Et Blaise Pascal lui répond à plusieurs reprises, et d'ailleurs développe dans ses réponses des arguments incroyables qu'on attribue à Karl Popper, que j'ai cité tout à l'heure, à savoir qu'il y a des expériences cruciales qui me permettent de trancher des débats philosophiques. Et donc, Blaise Pascal, un peu fatigué, dit au Père Noël, c'est pas la peine de discuter, les arguties, c'est pas des preuves. Il va falloir faire des expériences. Et il conclut sa dernière lettre en disant, le vide tient le milieu entre le néant et la matière. Phrase géniale. Le vide, c'est pas le néant, et c'est pas non plus la matière. Il est entre les deux. De même que l'homme est entre les deux infinis. Et on verra tout à l'heure, dans 5 minutes, que c'est une parfaite définition du vide quantique. Donc, Torricelli, ne pouvant pas publier, en fait, il va faire des démonstrations de son expérience dans différentes villes d'Italie, notamment à Rome, et il fait l'expérience devant plusieurs personnalités, notamment une personne qui vient de Paris, qui s'appelle l'abbé Mersenne. L'abbé Mersenne qui avait fondé une académie à Paris, qui était un prêtre, et il est complètement enthousiasmé par ce qu'il vient de voir. Ça se passe au mois de décembre 1646, et il rentre à Paris en janvier 1647, et évidemment, on parle à tout le monde. Alors, tout le monde, ça veut dire, tenez-vous bien, Blaise Pascal, René Descartes, Roberval, Gassendi et quelques autres. Du beau linge. Et ça va engendrer pendant très peu d'années, 2 ou 3, ce qu'on a appelé la querelle du vide. La querelle du vide, c'était la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les 24 cm du tube qui étaient occupés par le mercure avant qu'il soit plongé dans le bain de mercure et qui ont été libérés par la descente de la colonne. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que c'est du vide? Est-ce que c'est une matière raréfiée? Bon. Descartes ne croit pas au vide, donc dit que c'est des vapeurs subtiles, etc. Et celui qui va en fait résoudre le problème, il a 23 ans à l'époque, c'est Blaise Pascal, qui comprend que s'il y a une pesanteur de l'air, comme on dit à l'époque, elle doit être plus faible en altitude. Le poids de l'air doit être maximal quand la hauteur de l'atmosphère, si tant est qu'elle soit finie, est maximale. Et donc, il a l'idée de faire une expérience sur une montagne. Alors à Paris, les montagnes, à Rouen, les montagnes, bon. Et c'est là qu'il est utile d'avoir des beaux-frères. Hein. Il a un beau-frère qui s'appelle Florin Perrier, qui est donc le mari de sa sœur, et qui habite à Clermont-Ferrand. Et donc, au mois de... Je ne suis plus très sûr des dates, mais... Bref, en 1647, il écrit à son beau-frère une lettre absolument incroyable, dans laquelle il lui explique ce qu'il va devoir faire pour démontrer que la nature n'a pas horreur du vide. Donc l'idée est la suivante, il lui demande de prendre un tube de Torricelli, donc la fameuse bassine avec du mercure et le tube, et de le laisser au pied du Puy-de-Dôme. Et de le laisser entouré par des gens qui ont des opinions diverses, des aristotéliciens, des clercs, des laïcs, etc.,
qui vont, pendant toute la journée, surveiller le niveau de la colonne de mercure pour voir d'éventuelles petites variations. Et si c'est le cas, de les noter. Et puis, le même jour, lui, avec un autre tube de Torricelli, va escalader le Puy-de-Dôme, accompagné d'un nombre de personnes, là encore, ayant des croyances, des convictions, des appartenances intellectuelles différentes, et à différents niveaux d'altitude, de mesurer comment a varié la hauteur de la colonne. Quelques mois plus tard, Florin Perrier fait l'expérience. Je crois qu'il a eu du mal à recueillir des quantités de mercure suffisantes, et puis à monter ses équipes, puis à trouver le financement, ce n'est pas évident. Il fait l'expérience et écrit une lettre à Blaise Pascal dans laquelle il fait le compte-rendu de ses observations. Et évidemment, au sommet, la hauteur de la colonne est moins haute et plus basse, ce qui prouve que la pression atmosphérique au sommet du Puy-de-Dôme est plus basse qu'à la base. Donc il invente l'altimètre. Et à partir de ce moment-là, la querelle du vide est close. Le vide peut exister, et ce qu'on a cru ou interprété comme étant l'horreur que la nature a pour le vide est simplement lié au fait que la pression atmosphérique est tellement forte que c'est très dur de faire le vide. Parce que dès que vous faites le vide dans une enceinte, le moindre orifice va permettre à l'air extérieur de coloniser cet espace et le vide ne pourra pas apparaître. D'accord ? Donc la pression est tellement forte qu'il est difficile de faire le vide. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que dans toute la correspondance entre Blaise Pascal et le Père Noël, Pascal prend soin d'expliquer qu'il ne faut pas confondre le néant et le vide. Mais comme vous le savez un peu plus tard, il va, à l'âge de 38 ans, juste avant sa mort, il va écrire les pensées. Et ce qui est incroyable, c'est que dans les pensées, dans le chapitre qu'il consacre au divertissement, il emploie tantôt le mot vide, tantôt le mot néant, comme si c'était synonyme. En expliquant que l'homme, nous avons horreur du vide, et cette horreur que nous avons pour le vide fait que nous sommes constamment en train de nous divertir. Et c'est assez étonnant quand même que ce soit le même esprit qui ait établi une sorte d'équivalence entre le divertissement et la pression atmosphérique. C'est-à-dire que le divertissement est à nos existences l'équivalent de ce qu'est la pression atmosphérique pour la nature. C'est-à-dire, les deux rendent difficile l'apparition du vide. Le divertissement, parce que du coup, on échappe à l'idée du vide en se divertissant, et la pression atmosphérique en rendant difficile l'apparition du vide dans la nature. Bon, je ne sais pas si dans sa tête, les deux choses se sont associées, mais je trouve que c'est intéressant à signaler. Bon, je passe sur Descartes et toutes les objections qu'il a pu faire, parce que c'est passionnant, mais ça nous mènerait trop loin. Mais le point important, c'est qu'à partir de ce moment-là, la question du vide n'est plus une question philosophique. C'est une question scientifique. Et le statut qu'on va accorder au vide va dépendre de la théorie physique qu'on prend comme référence. Une théorie physique vous dit ce qui existe, et elle vous dit dans ce qui existe, peut être retiré ou pas. Ce qui change la définition du vide dans les dictionnaires. Avant, la définition du vide, c'est le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Mais ça va pas. Parce que si vous enlevez tout, ce qui reste, c'est le néant. Or, le vide, c'est pas le néant. Et donc, la définition du vide devient le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Et là, ça devient intéressant, puisque cette définition va donner un résultat qui va dépendre de la théorie que vous prenez comme référence. Avant d'en parler, je vérifie quand même. Oui, il faut quand même. J'arrête bientôt. Blaise Pascal, il a commencé d'écrire un traité du vide qu'il n'a pas achevé, il est mort trop tôt. Mais on a retrouvé des pages importantes.
Et il y a une page absolument géniale dans laquelle Blaise Pascal explique ce qui se passe quand un nourrisson tète le sein de sa nourrice ou de sa mère. Et il dit, dans le langage ordinaire, on dit que le nourrisson aspire le lait maternel. Mais il dit non, il aspire rien du tout. Ce n'est pas une aspiration, on n'aspire pas le lait. C'est comme pour le jus d'orange. Le nourrisson, il va, par succion, il va diminuer la pression atmosphérique dans sa bouche. Ou plutôt la pression dans sa bouche sera différente de la pression de l'air extérieur. Et cette différence de pression, comme pour le jus d'orange avec sa paille, va faire que la pression atmosphérique sur le sein va être plus grande que la pression atmosphérique dans la bouche. Et donc le sein va être pressé par la pression, ce qui va faire sortir le lait. Mais le nourrisson n'aspire rien du tout. Le lait, il est simplement éjecté. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne vous intéresse pas, moi je trouve ça marrant. Et la conclusion de Blaise Pascal, c'est qu'on ne peut pas nourrir un nourrisson en haute altitude. Ce qui est vrai. La limite, c'est 4000 mètres. À 5000, ça ne sort plus. Bon. Je dis ça pour ceux qui voudraient élever des enfants au Pérou. Hein. Bon, faites ce que vous voulez. Bon, alors après, il y a la physique de Newton. C'est quoi le vide pour Newton? D'après la théorie de Newton, il y a 3 choses qui existent. L'espace, le temps, les corps matériels. Qu'est-ce qu'on appelle le vide? On retire tout ce qu'on peut retirer, à savoir les corps matériels. Et il reste l'espace avec rien à l'intérieur, et le temps. Donc le vide newtonien, c'est ça. Bon, c'est évidemment un vide qui n'existe pas. Par exemple, il y a du rayonnement cosmologique, le fond diffus cosmologique qui est partout présent dans l'espace. Et puis on va parler de physique quantique dans un instant. Mais il y a une remarque intéressante de Descartes à l'époque qui dit notre conception du vide, notre définition du vide est toujours finalisée. Par exemple, vous prenez une cruche. Une cruche, c'est censé contenir de l'eau, du vin ou du lait. Mais si elle ne contient aucun de ces liquides, vous direz elle est vide. Mais non, elle n'est pas vide, elle contient de l'air. Alors vous pouvez retirer l'air. Mais une fois que vous avez retiré l'air, il y a du rayonnement électromagnétique qui est présent dans la cruche par le fait que les parois de la cruche ne sont pas à une température égale au zéro absolu. Donc les parois rayonnent de la lumière électromagnétique, et donc même si vous avez retiré l'air, il reste du rayonnement. Alors vous pouvez supprimer ce rayonnement en mettant les parois à une température égale au zéro absolu. Bon. Mais là, il va vous rester la cruche. Alors vous retirez la cruche. Là, il va vous rester un volume d'espace. Est-ce que vous retirez l'espace? Autrement dit, où est-ce que vous devez arrêter le travail d'exfiltration pour pouvoir dire que vous avez atteint le vide? La seule chose qui puisse vous le dire, c'est une théorie physique. Mais par simplement la pensée, vous ne savez pas où vous devez vous arrêter le travail d'évidement que vous devez réaliser pour fabriquer du vide. Alors, je passe vite, mais au XIXe siècle, cet espace vide de Newton va se remplir. Les gens comprennent que la lumière, c'est un phénomène ondulatoire, comme le son, et donc ils imaginent que, comme pour le son, la lumière a besoin, pour se propager, d'un certain support qui la porte. Et ce support, on va l'appeler l'éther luminifère. L'éther qui porte la lumière. Donc on imagine que partout dans l'espace, il y a un éther qui est vraiment là, dans tous les recoins de l'espace, et dont la seule fonction physique est de vibrer au passage de la lumière. Donc le vide est plein, parce que cet éther, on ne peut pas le retirer. Donc ce qu'on appelle le vide, c'est l'espace, le temps, l'éther. Bon. Comme vous le savez sans doute, en 1905, Einstein proclame la mort de l'éther. Il dit que l'éther n'existe pas. Donc, le vide redevient le vide newtonien, et la lumière est capable de se propager toute seule comme une grande dans le vide, sans avoir besoin d'être portée par cet éther luminifère.
La lumière devient une véritable entité physique et non pas seulement un mode de vibration de l'éther. Bon. Après, il y a la relativité générale. Bon, je ne vais pas en parler, sauf dans les questions. Mais le point important, c'est la physique quantique. Voilà. Physique quantique qui s'élabore dans les années 20, qui décrit, comme vous le savez, les interactions entre particules, le comportement des atomes, etc. Et la question intéressante, c'est de voir qu'est-ce que c'est que le vide en physique quantique. Ben, vous regardez les équations de Schrödinger ou de Dirac, selon le cadre dans lequel vous êtes, et vous imaginez que vous extrayez de l'espace toutes les particules présentes pour faire le vide. Donc vous allez sortir les électrons, les neutrinos, les quarks, les protons, les neutrons, les photons, tout ce que vous connaissez, vous l'extrayez. Et là, il se passe un truc bizarre, c'est que les équations vous disent que lorsque vous avez retiré les particules, l'espace contient encore quelque chose. Et ce encore quelque chose, c'est ce qu'on appelle les fonctions d'onde, ou les vecteurs d'état associés aux particules, qui correspondent aux mêmes particules dans un état qu'on appelle virtuel. C'est-à-dire, c'est l'état de plus basse énergie pour les particules, et c'est un état dans lequel elles sont présentes sans être tout à fait réelles. C'est pour ça que des sortes de fantômes, si vous voulez, c'est pour ça qu'on parle de particules virtuelles. Ça veut dire qu'en fait, leur énergie individuelle, est inférieure à mc au carré. M étant leur masse, c étant la vitesse de la lumière, et vous avez reconnu là la formule d'Einstein. Donc ça veut dire que les particules ont moins d'énergie que leur énergie de masse. Donc elles sont fatiguées, quoi. Elles sont un peu flappy. Elles sont un peu comme des belles au bois dormant. Et il n'y a qu'une seule façon de les réveiller, c'est de leur donner l'énergie qui leur manque pour qu'elles puissent avoir une véritable incarnation. Et cette énergie, on peut leur donner grâce à des collisionneurs de particules, collisions de protons comme au CERN avec le LHC. Donc on fait des collisions à haute énergie dans le vide quantique. Et pendant un petit temps très court, une durée très courte, et dans un volume très petit, on va mettre une densité d'énergie qui est égale à celle qui régnait dans l'univers quelque temps après le Big Bang. Comme les lois physiques n'ont pas changé depuis cette époque, dès lors qu'on reproduit les conditions physiques de l'univers primordial, on va faire réapparaître les phénomènes qui se déroulaient à cette époque. Et donc les collisions de particules qui réchauffent le vide quantique, c'est pas des machines à remonter dans le temps, c'est simplement des instruments qui permettent à l'univers de vivre une cure de jouvence. C'est-à-dire de revivre des phénomènes physiques qui n'avaient plus vécu depuis 13,7 milliards d'années, parce que la température devenant de plus en plus basse du fait de l'expansion, il n'y a plus l'énergie suffisante pour les faire advenir. Bon, c'est comme ça qu'en 2012, on a pu détecter le boson de Higgs, etc. Donc le vide quantique, c'est... je ne sais pas si vous avez vu les tableaux que Picasso a peints entre le mois de décembre 1945 et le mois de mars 1946. En fait, il a peint 12 tableaux qui représentent la même chose, en l'occurrence un taureau. Un taureau, alors le premier tableau, c'est un vrai taureau, c'est presque une peinture réaliste. On voit un gros taureau massif, suant, très charnu. Puis le deuxième tableau, peint une semaine plus tard, montre un taureau un peu plus épuré, avec des formes un peu plus géométriques, moins gras. Et puis le troisième, encore moins gras. Et peu à peu, le taureau se trouve débarrassé de sa graisse ontologique. Et dans le dernier tableau, on ne voit plus qu'une douzaine de traits curvilignes. C'est donc un dessin plus qu'une peinture. Et on reconnaît que c'est un taureau. On reconnaît encore que c'est un taureau. Mais si par la pensée, on supprime l'un quelconque des 12 traits qui sont représentés, on ne voit plus que c'est un taureau. Et donc Picasso, là, il a peint le minimum qu'il faut dessiner pour pouvoir dire qu'on a affaire à un taureau. Donc il a peint ce qu'on appellerait en physique le vide quantique du taureau. D'accord ? C'est-à-dire que le vide quantique, c'est
c'est toute la matière qui existe, mais dans un état d'énergie qui est le plus bas possible. Tout est là, mais seulement de façon virtuelle, parce que tout est là, sauf l'énergie qui permet à ces particules virtuelles d'exister vraiment, quoi. Et donc ça donne, vous voyez la phrase de Blaise Pascal de tout à l'heure, le vide tient le milieu entre le néant et la matière. Si vous remplacez le mot vide par le mot vide quantique, ça colle pile poil. Alors, pour finir, la relativité générale, théorie d'Einstein de 1915, qui décrit la gravitation, elle a un vide complètement différent. D'accord ? Comme vous savez, la gravitation pour Einstein, c'est pas une force qui s'exerce dans l'espace, c'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Donc faire le vide, ça veut dire retirer la matière et l'énergie qui sont dans l'espace. Du coup, la courbure de l'espace-temps devient nulle. Et la question est de savoir si, en retirant la matière, on retire l'espace-temps qui va avec. Est-ce qu'il y a une adhérence de la matière à l'espace-temps ou pas ? Il y a des grandes controverses là-dessus. Il y en a eu entre Stephen Hawking et Penrose. Je vous laisse regarder tout ça. Le point important, c'est que le vide de la relativité générale n'a rien à voir avec le vide quantique. Or aujourd'hui, la physique, elle s'appuie sur deux piliers. La physique quantique, d'une part, qui décrit les interactions nucléaires, les interactions électromagnétiques, et puis la gravitation qui est décrite par la relativité générale. La chance, ou plutôt le malheur, c'est que quand la gravitation s'impose, on peut négliger les forces quantiques, et quand les forces quantiques dominent, on peut négliger la gravitation. Donc on ne voit pas de zone dans lesquelles ces deux théories contradictoires entrent en conflit. Sauf dans l'univers primordial, mais on n'y a pas accès. Donc la question reste ouverte, mais ce qui est bizarre, c'est que on vit avec deux vides différents en physique. Il y a le vide quantique et le vide de la relativité générale qu'on appelle tous les deux le vide. Mais ça ne va pas, il ne peut pas y avoir deux vides. Il ne peut pas y avoir deux vides dans la nature, parce qu'ici on a deux, ça veut dire que l'un contient l'autre. Et s'il contient l'autre, c'est qu'il n'est pas vide. Voilà. Et donc ma conclusion, ça sera de vous inviter à relire un texte écrit en 1700 par Lavoisier, avant qu'on lui coupe la tête. Je propose qu'on arrête de couper la tête des savants, moi. Ça commence à bien faire. Regardez ce que Lavoisier écrit dans son livre Traité élémentaire de chimie, c'est dans l'introduction. Il écrit ça en 1789. Il dit « On ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage. Et quelque certains que fussent les faits, quelque justes que fussent les idées qu'ils auraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses si nous n'avions pas des expressions exactes pour les rendre. » Autrement dit, ce qu'il dit, c'est que les progrès de la science devraient induire des progrès dans nos façons de dire, dans notre langage. Et c'est pour ça que je vous propose qu'on donne un nom différent selon qu'on désigne le vide quantique ou le vide de la relativité générale. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir été clair, mais j'en suis pas sûr.